Ah oui, alors ça, voilà, ça là. Ça, c'est le fruit. Hein? Le fruit d'Eurydice, c'est la création. Le fruit de l'arbre, c'est sa création. Donc, le fruit est là. Et quand il tombe en terre, le fruit se décompose complètement, euh, se défait complètement et va vraiment dans le chaos et les enfers. Et puis, éventuellement, l'arbre naît. Le serpent pourra monter dans l'arbre, aller manger le fruit et l'offrir à quelqu'un ou l'offrir à quelqu'un. Donc, ça vient redire encore. Et donc, ça, c'est devenu les grelots. Hein. Je me suis dit, ah, c'est ça le grelot. Parce que les grelots étaient là. Et puis, je me suis rendu compte, le grelot, c'est le fruit. C'est le fruit des arbres de Eurydice, qui est la nymphe des arbres. Et donc, dans la chorégraphie, vous allez voir, si vous allez voir le spectacle, au début du spectacle, on prend ce fruit. Il y a une danseuse qui le prend, qui fait comme si elle le mettait dans son vagin, qui fait tous les mouvements du serpent et qui le ressort de sa bouche, le grelot. Puis à la fin du spectacle, le grelot est donné à celle qui a beaucoup souffert du chaos, qui va le prendre, l'avaler, et puis finalement ressortir victorieuse et libérée de cette traversée. C'est ça la création, hein? C'est toujours redonner. C'est toujours redonner. Donc voilà pourquoi Eurydice est comme ça. Si on voit dans cette position-là, bon, ça peut être le serpent aussi, hein? Je suis comme un serpent ici, peut-être. Et aussi, je suis comme en spirale. Ça, c'est toutes les spirales dans le corps. Donc, dans le mouvement du serpent, dans le mouvement de l'arbre, de ses nervures, sur son tronc, le lien entre le ciel et la terre. Ça, c'est Eurydice. Bon, et voilà. Et sous la ligne de l'horizon, c'est en haut, sur le dessus, c'est la terre et en dessous, c'est l'enfer. Dans l'enfer, c'est le chaos. Et ça, Agamben en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Profanation, du mouvement vers le chaos. Donc, il y a, et on a encore de la misère avec ça parce que dans la pièce de Orphée Eurydice, il y a un moment qu'on appelle le chaos, je pense, ou le Fellini aussi, on l'appelle de plusieurs façons. Et puis, c'est vraiment, je suis jamais contente parce que je veux que ce soit chaotique, mais en même temps, je veux que ce soit bon, là. Fait que c'est compliqué. C'est encore compliqué. Je fais des petits ajustements de temps en temps. Mais bon. Donc, il y a vraiment des moments d'un certain chaos, mais qui est nécessaire à la création. Le chaos est tellement nécessaire à la création, le souterrain. Tandis qu'Orphée, lui, il passe par la croix, il représente l'Occident, selon moi. Et la croix, c'est ça, c'est la rencontre entre la verticalité et l'horizontalité, mais avec un point de jonction qui peut être douloureux. Le Christ en croix. Et donc, il monte par la douleur et il redescend par la douleur. Ça, c'est le chemin d'Orphée. Oui, la langue aussi qui est comme un serpent. Parce que avez-vous déjà fait ça quand vous étiez petit? Tu te regardes dans un miroir puis tu bouges ta langue. À un moment donné, tu as peur. Tu as l'impression que tu as une bête en dedans de ta bouche qui bouge comme ça. Là. Et la langue, elle a ses racines. Elle ne s'arrête pas là, la langue. Elle va vraiment loin dans la gorge. Puis si on si on pouvait glisser notre doigt le long de la langue, mais c'est sûr qu'on arrive jusque dans le profond de notre ventre. Et c'est comme le serpent. Et donc, à un moment donné, dans Orphée Eurydice, à un moment donné, je me suis dit, il faut utiliser le serpent. Puis à un moment donné, on porte le serpent comme ça dans la bouche et puis on le fait danser devant nous comme ça. D'ailleurs, il y a des artistes, c'est le Bansuri en Inde et puis le Sukuaku, je crois, au Japon, mais des artistes qui arrivent à un certain âge, 50, 60, 70 ans, jouent d'une flûte très grave et nous font entendre toutes les mélodies de leur souffle. Ce sont des airs très, très, très simples et qui nous amènent plutôt à écouter les modulations du son que des virtuosités mélodiques. C'est vraiment, ça nous place dans un moment d'écoute.
Et donc, ça nous ramène au silence. Ah, même les roches. Même les roches chantent avec Orphée. Et pour moi, ça me paraît tout à fait normal parce que j'ai toujours senti que la création était vivante, même dans la matière. Ah, tiens, je vois l'eau, je vais en boire un peu. Même dans la matière. Pour moi, je ne crois pas qu'il y a à un moment donné l'apparition de la vie. Je crois que la vie est là dès le départ, dès la création des étoiles, que le souffle vital est là dès le départ. Puis qu'il n'y a pas, à un moment donné, la vie est apparue. Non, pour moi, ce qui sous-tend la vie est là dès le départ, dès le Big Bang. Ça aussi, les scientifiques ne croient pas. Voilà. Donc, bien sûr que les roches chantent, puisqu'elles sont vivantes. Ah oui, c'est la même chose entre le plateau et le public. Entre le plateau et le public, c'est deux mondes. Et puis là, nous, à un moment, on fait semblant que ici, on est dans le monde normal, et puis que là, c'est les enfers. Alors, il y a une danseuse qui va passer d'ici, puis qui va s'en aller carrément dans le public, qui va grimper sur les sièges, parmi les spectateurs, qui va avancer 3, 4, 5, 6 rangées, puis qui va se mettre à ululer, puis à danser sur les sièges, puis à se mettre à l'envers, puis à l'endroit, créant une espèce de chaos là-bas. Et là, Orphée, qui est sur scène, va dire « Ah, il faut aller la chercher dans les enfers! » Puis là, ils vont essayer d'aller la chercher dans les enfers, puis Cerbère va apparaître, puis ils vont amadouer Cerbère, puis ils vont rentrer dans le public à la salle Maisonneuve pour aller chercher Eurydice qui est là-bas. Mais cette Eurydice-là, et c'est ça dans le spectacle aussi, c'est comme si Orphée peut être parfois la fille, parfois le gars, Eurydice, parfois la fille, parfois le gars, parfois il y a 4 Eurydice, 5 Eurydice, parfois il y a 5, 6 Orphées aussi. Ça, on s'en fout un peu, là. Mais donc, en tout cas, il y a eu cette pénétration-là d'une danseuse jusque dans le public. Donc, le quatrième mur qui est percé, donc comme on dit, la transgression, passer de l'autre côté. On s'en fout un peu de la transgression, là, en 2011. Là. Il n'y a plus rien pas grand-chose à se finir, ça. Tu sais, ça, c'était dans les années 60. Là. Il y a aussi un autre duo que j'aime beaucoup dans Orphée Eurydice, qui est celui, vous l'avez vu aussi dans les extraits tantôt, qui est celui où Orphée manque de souffle, d'inspiration. Inspiration, expiration, inspiration, l'inspiration du poète. Facile, inspire. Respire. Donc, Eurydice, elle est là dans toute sa tranquillité, sa connaissance, quand elle voit le poète qui est en train de se mourir. Elle court vers lui, puis elle lui donne le souffle. Puis là, il peut redanser, puis après, il remanque encore de souffle. Puis elle retourne encore, lui donner le souffle. Donc ça, c'est un duo que j'aime beaucoup aussi. Jusqu'à ce que Mais j'aime bien comment ça termine aussi, jusqu'à ce que cet Orphée-là va jusqu'à mourir, renaît. Mais renaît il a vu le monde, il a vu l'autre côté. Et puis là, il est devant nous, là, vous allez voir du côté court. Il est là, puis là, il continue à faire juste... Puis il continue sans arrêt comme ça, à tirer encore de sa bouche comme plus loin que tout. Mais il est comme halluciné par les visions qu'il a eues. Puis pendant ce temps-là, il y a 5, 6 Eurydice qui tournent sur scène, puis qui ont les petits grelots partout, puis qui sont enchantés du printemps, de la grande création. Donc, c'est vraiment une pièce qui est pleine de... pleine d'histoires qui s'enchevêtrent comme ça. Et pleine aussi de clash. Parce que, comme il y a ces deux mondes-là tout le temps, c'est la violence, c'est le cube lumineux et puis la grande sphère noire poilue. C'est deux extrêmes comme ça. Alors, tu vois les danseurs qui sont dans une grande poésie, puis tout à coup, schling, ils arrivent avec les phallus, puis ils font des mouvements de fornication, ou à un moment donné, ils sont tout dans la sensibilité, puis la grosse musique disco qui arrive, qui est sur eux, ils sont dans la joie totale, da, la mitraillette, ils s'écrasent au sol. Donc, il y a toujours tout le long de la chorégraphie, il y a comme ça des déclencheurs de transition radicale. Parce que dans la vie,
C'est ça, quand tu te fais frapper par un autobus, c'est radical. Il arrive souvent des choses vraiment radicales dans la vie, vraiment violentes. Ta! Ça vient tout changer. Comme Eurydice, quand elle s'est fait mordre par le serpent, tac! Alors nous aussi, il y a des choses comme ça qui nous arrivent dans la vie. Donc, Orphée et Eurydice, c'est plein de ces moments très violents de changement d'énergie. Ah oui, puis là, je voulais vous dire que, tu sais, je vous ai dit que dans Body Remix, le danseur était juste allé avec la danseuse jusqu'au bord, puis il était revenu. Il avait dépassé la limite, mais il n'était pas encore allé dans le public. Dans Orphée et Eurydice, Lucie Mongrain rentre carrément dans le public très loin. Et puis là, non satisfaite de cela, c'est juste pour vous dire, dans le nombre d'heures que vous allez voir au mois de novembre à Montréal, là, on s'est fait une rampe qui avance dans le public de plusieurs mètres. Puis là, on danse dedans, le public. C'est juste pour vous dire que des fois, c'est drôle comment les idées, une petite idée comme ça lui prend des années. On est-tu là, hein? Ça prend des années à se métamorphoser, à se développer. C'est juste maintenant que je remarque ça, hein, parce que maintenant, j'ai assez d'œuvres en arrière. Je pense qu'il y en a le double en avant. J'en ai fait une trentaine, mais je pense qu'il y en a 60 en avant. Mais déjà, je commence à voir les choses. Ah oui, c'est ça. Dans Body Remix, à la fin de Body Remix, il y a Lucie qui est là, qui passe toute nue, ben quasiment, là, avec ses cheveux qui volent comme ça, puis elle fait juste une traversée comme ça, à la fin de Body Remix. Puis quand j'ai créé Orphée, je me suis dit, il faut la faire repasser, c'est elle, Eurydice. C'est Eurydice. Alors elle repasse au début de la chorégraphie de Orphée Eurydice. Ah oui, alors ceux qui ont travaillé aussi à cette œuvre chorégraphique, Louis Dufort à la musique, avec qui je travaille depuis des années. Et donc, je lui avais demandé s'il ne pouvait pas partir de la trompette ou des sons de trompette, tout ça. Puis aussi, il a été inspiré du fait que je lui dise que, bon, Orphée Eurydice, un mythe grec, tout ça, ancien, donc il est allé chercher des choses comme de musique folklorique. Il s'est inventé comme une musique folklorique très ancienne. Lise Vandal au costume, toujours aussi, je travaille avec Lise depuis des années et des années. Donc, elle a fait tout un travail sur la fourrure et sur le jeans. Encore là, elle aussi, elle a compris l'idée du clash. La fourrure qui serait comme quelque chose de très ancien depuis toujours. Les premiers hommes s'habillaient peut-être avec des fourrures. Et le jean qui est vraiment un élément contemporain. Donc, elle a mélangé ces deux choses-là. Jacques Pelletier au maquillage. Avez-vous des questions? Oui? Est-ce que tu prends beaucoup de notes parce que là, vous faites des chorégraphies ensemble, est-ce que sur les chefs vous prenez beaucoup de notes, est-ce que c'est écrit ou... Non. Je prends très peu de notes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits dessins sur des cartons qui vont devenir éventuellement... on l'a fait pour Gloire du matin. Donc ça, c'est toute la petite notation pour Gloire du matin, des petits dessins qui représentent chacun un moment dans Gloire du matin. Donc je fais des petits cartons comme ça, exactement de ce format-là. Là. Tu sais, les petits cartons qu'on achète, là,